Le docteur Sarah Anderson, appuyé contre le comptoir des infirmières, savourait sa 3e tasse de café tandis que le blizzard hurlait à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital général de Pinewood. Une nuit d'équipe typique de décembre dans le Michigan rural. Soudain, les portes des urgences s'ouvrirent en grand, laissant entrer un tourbillon de neige et un grand berger allemand, couvert de cicatrices, serrant quelque chose dans sa gueule. « Sortez cet animal d'ici, Robert Thompson !» Le gardien de sécurité se précipita vers le chien, mais il le dépassa d'un bond, laissant une traînée de neige fondue et de sang sur le sol en linoléum. 6 jours s'étaient écoulés depuis la disparition sans laisser de traces d'Emily, la sœur cadette de Sarah, laissant toute la ville fouiller les lacs gelés et les forêts enneigées, ne trouvant rien d'autre qu'un espoir qui s'amenuisait. Maintenant, alors que le berger allemand croisait le regard de Sarah et déposait délicatement son fardeau à ses pieds, elle souleva la couverture tachée de sang pour révéler un minuscule nourrisson bleuté portant le bracelet de famille, et cette découverte lui glaça le sang dans les veines. N'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Continuons maintenant avec l'histoire. Pinewood, Michigan, avait toujours été le genre de ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, un endroit où le restaurant servait le même petit déjeuner spécial depuis 30 ans, où le festival d'automne annuel était l'événement social de la saison, et où le docteur Sarah Anderson était revenu se soigner après avoir tout perdu ce qui lui était cher à Détroit. Le petit hôpital où elle travaillait se trouvait à la périphérie de la ville, un bâtiment en briques de 2 étages entouré de forêts de pins qui donnait son nom à la ville. En hiver, lorsque la neige recouvrait le paysage, Pinewood se transformait en une carte postale parfaite, magnifique, isolée et parfois dangereusement coupée du monde extérieur. À 38 ans, Sarah se tenait avec la posture de quelqu'un de beaucoup plus âgé, les épaules légèrement voûtées, comme si elle se préparait perpétuellement à un nouveau coup dur. 6 mois auparavant, elle avait perdu son mari, Thomas, dans un accident de voiture, et 2 mois plus tard, elle avait subi une fausse couche qui l'avait laissée physiquement et émotionnellement épuisée. Cette double tragédie l'avait ramenée dans sa ville natale, où elle avait repris les fonctions de pédiatre à l'hôpital, se jetant à corps perdu dans le travail pour échapper à son chagrin. Sa sœur, Emily, de 6 ans sa cadette et infiniment plus optimiste, était le seul véritable lien de Sarah avec la joie. Ces derniers mois, les visites régulières d'Emily, ses appels téléphoniques persistants, son refus de laisser Sarah se replier complètement sur elle-même, avaient été les minces fils qui reliaient Sarah au monde. Mais maintenant, Emily avait elle aussi disparu, volatilisée après ce que les voisins avaient décrit comme une violente dispute avec son petit ami, Michael Dawson. Jessica Miller, l'infirmière de nuit qui était devenue l'amie la plus proche de Sarah à Pinewood, s'inquiétait constamment des cernes sous les yeux du médecin, de la façon dont elle se portait volontaire pour des quarts de travail supplémentaires, du regard vide qui apparaissait chaque fois que le nom d'Emily était mentionné. « Tu dois te reposer », avait insisté Jessica quelques heures plus tôt. « Tu ne peux pas aider Emily si tu t'effondres. » Le département du shérif, dirigé par Bill Henderson, avait mené des recherches, interrogé des habitants et affiché la photo d'Emily partout. Mais au fil des jours sans la moindre piste, Sarah avait vu leur empressement s'estomper. Michael Dawson affirmait qu'Emily avait simplement besoin d'espace et qu'elle reviendrait quand elle serait prête. Mais Sarah savait que sa sœur ne disparaîtrait jamais volontairement, surtout pas pendant un hiver record où les températures descendaient régulièrement en dessous de 0. Et maintenant, voici ce chien, blessé, épuisé, déterminé, avec une vie fragile serrée délicatement entre ses mâchoires, trouvant d'une manière ou d'une autre la seule personne en ville qui ne rejetterait jamais un enfant dans le besoin. La dernière fois que Sarah avait vu Emily vivante, c'était lors d'une brève rencontre autour d'un café au Pinewood Diner, il y a exactement 7 jours. Elle se souvenait de la façon dont sa sœur avait tordu nerveusement sa serviette, jetant de temps en temps des regards vers la porte comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un entre. « Il faut que je te dise quelque chose », avait dit Emily, sa voix à peine audible au-dessus du cliquetis des assiettes et des conversations matinales. Elle avait légèrement remonté sa manche, révélant une ecchymose qui s'assombrissait sur son poignet. Michael n'est pas celui que tout le monde croit. Avant qu'Emily ne puisse donner plus de détails, son téléphone avait sonné. Elle avait jeté un coup d'œil à l'écran et Sarah avait vu le visage de sa sœur se décolorer. « Je dois y aller. Je t'appelle ce soir, promis. » Emily avait ramassé ses affaires à la hâte, laissant son café intact. À la porte, elle s'était arrêtée, s'était retournée vers Sarah avec une expression qui hantait désormais les rêves du médecin. « S'il m'arrive quelque chose, il y a une lettre dans ma commode, dans le tiroir du haut. Promets-moi que tu la liras. » Sarah avait acquiescé, confuse mais inquiète. C'était la dernière fois qu'elle voyait sa sœur.
L'appel était arrivé à 22h42 ce soir-là, non pas d'Emily mais de sa voisine, Madame Winters. La voiture d'Emily est toujours dans l'allée, mais personne ne répond à la porte. Et il y a eu des cris plus tôt. « Je suis inquiète, docteur Anderson. » Sarah avait conduit à travers les premières bourrasques de ce qui allait devenir un blizzard historique, le cœur battant dans sa poitrine. Le petit chalet d'Emily était sombre et silencieux, la porte d'entrée battant au vent. À l'intérieur, elle avait trouvé des signes de lutte, une lampe renversée, un cadre photo brisé. Le téléphone d'Emily, brisé sur le sol de la cuisine, mais pas d'Emily. Le shérif Henderson était arrivé 20 minutes plus tard, suivi de 2 adjoints. Ils avaient pris des photos, ramassé le téléphone d'Emily, interrogé Madame Winters. Ça pourrait être une affaire de violence domestique, avait dit le shérif à voix basse à son adjoint, ne réalisant pas que Sarah pouvait entendre. Ce type, Dawson, a un tempérament. Mais lorsqu'ils avaient interrogé Michael Dawson, il avait un alibi tout prêt, il buvait avec des amis au Lakeside Bar depuis 19h. Le barman l'avait confirmé, tout comme 3 autres clients. Michael avait exprimé une inquiétude appropriée, suggéré qu'Emily était peut-être allée chez une amie sans prévenir personne. Ça lui arrive parfois, avait-il dit en secouant la tête. Elle devient émotive et s'en va. La première équipe de recherche s'était formée le lendemain matin, des volontaires de la ville, les collègues de Sarah de l'hôpital, même Michael lui-même, piétinant dans la neige fraîche qui continuait de tomber, obscurcissant toutes les traces ou preuves. Le premier jour n'avait rien donné. Les deuxième et troisième jours avaient vu un nombre décroissant de chercheurs alors que la tempête s'intensifiait. Au quatrième jour, les informations locales avaient repris l'histoire, mais sans corps ni signe d'acte criminel. Ils l'avaient présenté comme une disparition plutôt que comme un crime potentiel. Une femme de la région disparaît pendant le blizzard, titraient les journaux, comme si Emily s'était simplement égarée dans la neige. C'est au cours d'une de ces recherches que Sarah avait aperçu pour la première fois le berger allemand observant les volontaires depuis la lisière des arbres. Lorsqu'elle s'était approchée, le chien avait disparu dans les bois. L'un des chercheurs avait mentionné avoir vu le même chien près d'East Ridge à plusieurs reprises. Probablement un chien errant ou un fugitif, avait-il suggéré, trop maigre pour être l'animal de compagnie de quelqu'un. Le 5e jour, Sarah avait fait irruption dans la maison d'Emily, techniquement illégale, mais personne n'avait essayé de l'en empêcher, et avait trouvé le tiroir de la commode vide, pas de lettres. Lorsqu'elle avait confronté Michael à ce sujet, sa confusion avait semblé sincère. Quelle lettre ? Elle ne m'a jamais parlé d'une lettre. Ce soir-là, Sarah avait fait un double quart de travail, désespérée de garder son esprit occupé, ignorant les regards inquiets de Jessica et évitant les tapes de sympathie sur l'épaule de collègues bien intentionnés. « Tu devrais te reposer », disait tout le monde. Mais le repos signifiait des rêves d'Emily appelant à l'aide, et Sarah ne pouvait plus supporter ses rêves. Sarah s'agenouilla sur le sol de la salle d'urgence, les mains tremblantes, tandis qu'elle déballait la couverture tachée de sang autour du nourrisson. Le bébé était dangereusement froid, la peau d'une couleur pâle, bleutée, mais un faible pouls vibrait sous les doigts de Sarah. Derrière elle, le berger allemand montait la garde, les poils hérissés, les yeux fixés sur Robert Thompson qui gardait ses distances, la main planant près de son tasé. « Apporte-moi une couverture chauffante et la trousse de réanimation pour nourrisson », aboya Sarah à Jessica qui se dirigeait déjà vers l'armoire de matériel. « Et appelle le docteur Reynolds des soins intensifs néonatals. »« Dois-je appeler la fourrière pour le chien ?» demanda Robert en faisant un pas en avant. Le berger grogna sourdement dans sa gorge, un avertissement qui figea le gardien de sécurité sur place. « Si tu touches ce chien, je te sédate moi-même, » rétorqua Sarah, se surprenant elle-même de la férocité de sa voix. Quelque chose dans les yeux intelligents de l'animal, la façon dont il avait porté le nourrisson à travers la tempête, Sarah ne pouvait pas l'expliquer, mais elle faisait plus confiance à ce chien qu'à beaucoup d'humains qu'elle connaissait. Pendant que Sarah travaillait, vérifiant les voies respiratoires du bébé et frottant doucement ses minuscules membres, elle remarqua le bracelet, une délicate chaîne en argent avec un petit médaillon en forme de cœur. Ses mains se figèrent. Elle le reconnut immédiatement. Le bracelet de sa grand-mère, transmis à Emily pour son 16e anniversaire. Sarah avait un bracelet identique dans son casier à l'étage. « Jessica » dit-elle, la voix à peine audible au-dessus du soudain bourdonnement dans ses oreilles. « Regarde ce bracelet. » L'infirmière se pencha, la confusion traversant ses traits. « C'est magnifique, mais c'est celui de ma famille. Ma grand-mère en a donné un à moi et un à Emily. » L'esprit de Sarah passa en revue les implications. Ce bébé,
Ça pourrait être celui d'Emily. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Mais Emily n'était pas enceinte. Peut-être qu'elle le cachait. Les pensées de Sarah se tournèrent vers leur dernière conversation. Le comportement nerveux d'Emily, les ecchymoses. C'est peut-être ce qu'elle voulait me dire. Le docteur Reynolds fit irruption dans la salle, évaluant la situation avec une efficacité professionnelle. Le nourrisson sur la table, le chien vigilant, le visage pâle de Sarah. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau-né de sexe féminin, hypothermie sévère, exposition possible, rapporta automatiquement Sarah, sa formation médicale prenant le dessus, malgré la tempête émotionnelle qui grondait en elle. Trouvé par ce chien, amené à l'entrée des urgences. Et pourquoi y a-t-il un chien errant dans mon service des urgences? Demanda Reynolds, déballant déjà une couverture chauffante stérile. Il n'est plus un errant, dit Sarah avec une conviction soudaine. Il est avec moi. L'heure suivante se déroula dans un flou de procédures médicales. Le bébé fut stabilisé, la couleur revenant lentement à ses minuscules joues à mesure que les mesures de réchauffement prenaient effet. Des échantillons de sang furent prélevés, des tests de base effectués. Le nourrisson n'avait que quelques jours, 3 ou 4 tout au plus, selon l'évaluation du docteur Reynolds. Pendant tout ce temps, le berger resta comme une sentinelle près de la porte, changeant parfois de position mais ne quittant jamais des yeux l'équipe médicale ou le bébé. Lorsqu'un technicien de laboratoire entra trop rapidement, le chien se tendit jusqu'à ce que Sarah lui parle doucement. « Ça va, ils aident. » L'administrateur de l'hôpital, Walter Peterson, arriva à l'aube, convoqué par des rapports du personnel de nuit de plus en plus confus concernant un médecin qui refusait d'appeler la fourrière pour un chien ensanglanté dans le service des urgences pédiatriques. « Docteur Anderson, » commença Peterson, évaluant le berger avec un malaise visible. « C'est totalement contraire au protocole. La responsabilité à elle seule. Ce chien a sauvé la vie de cet enfant, » interrompit Sarah, se plaçant entre Peterson et le berger. « Et j'ai des raisons de croire que ce bébé pourrait être ma nièce. » Peterson cligna rapidement des yeux, pris au dépourvu. « Votre nièce? Mais votre sœur est disparue. » Sarah termina d'un ton ferme, « Pas morte, disparue. » Et maintenant, il y a un nourrisson portant le bijou de famille qui semble avoir moins d'une semaine. Dehors, le blizzard s'intensifia, faisant trembler les fenêtres à chaque rafale. La politique de l'hôpital dictait d'appeler immédiatement les services de protection de l'enfance dans les cas de bébés abandonnés, mais les routes étaient impraticables maintenant. Même le shérif ne pouvait pas passer tant que les chasse-neige n'auraient pas dégagé l'autoroute principale. « Nous devons faire un test ADN, » dit Sarah plus pour elle-même que pour quiconque. Elle regarda le chien, remarquant pour la première fois le motif des cicatrices sur son museau et l'angle maladroit de sa patte avant gauche. De vieilles blessures, mal cicatrisées. Malgré sa taille intimidante, le berger était maigre, les côtes visibles sous sa fourrure emmêlée. Comme le bébé, il avait survécu contre toute attente. Jessica s'approcha prudemment avec un bol d'eau pour le chien. « Il a vécu quelque chose d'horrible, » observa-t-elle. « Entraîné par l'armée, peut-être. Regarde comment il se positionne, toujours entre la porte et le bébé. » Sarah acquiesça lentement, un souvenir refaisant surface. Thomas, son défunt mari, avait travaillé avec des chiens de service militaire avant de se rencontrer. Il lui avait montré des photos de ses partenaires à 4 pattes, lui avait expliqué leur entraînement, leur loyauté. Ce chien avait le même regard dans les yeux, intelligent, évaluateur, déterminé. « Je vais l'appeler Max », décida soudain Sarah. « Et il reste avec moi jusqu'à ce qu'on découvre ce qui est arrivé à ma sœur. » Peterson ouvrit la bouche pour objecter, puis la referma lorsque le berger, maintenant Max, tourna ses yeux attentifs vers lui. Au lieu de cela, il dit simplement « 6 heures. Vous avez 6 heures avant que les routes ne soient suffisamment dégagées pour que les services de protection de l'enfance et le shérif arrivent ici. Ensuite, nous suivons la procédure à la lettre. » Les résultats préliminaires du test ADN arrivèrent via la connexion satellite d'urgence de l'hôpital juste après midi. Sarah somnolait dans un fauteuil à côté de l'incubateur du bébé lorsque Jessica la secoua doucement pour la réveiller. « Sarah » murmura Jessica, les yeux écarquillés. « Les résultats sont arrivés. » Sarah chassa la fatigue, immédiatement alerte. Elle avait utilisé son autorité de chef de pédiatrie par intérim pour accélérer les tests, prélevant des échantillons d'elle-même et du nourrisson. Avec l'équipement de laboratoire moderne de l'hôpital, il pouvait effectuer un test de correspondance familiale de base, non admissible devant les tribunaux, mais suffisant pour confirmer ou infirmer ses soupçons.
Dis-moi, dit Sarah, la voix ferme malgré le battement de son cœur. C'est une correspondance, confirma Jessica, tendant la tablette avec les résultats. Elle est apparentée à vous. Les marqueurs indiquent une relation de nièce avec une certitude de plus de 99,7%. C'est le bébé d'Emily. La main de Sarah vola à sa bouche, étouffant un sanglot qui menaçait de s'échapper. La confirmation la frappa comme un coup physique. Elle baissa les yeux sur le nourrisson endormi, si petit dans le berceau médical, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque précieuse respiration. La fille d'Emily, ma nièce. A-t-elle un nom dans le système, demanda Sarah, tendant la main à travers le port de l'incubateur pour toucher les doigts parfaits du bébé. Juste, bébé d'eau, répondit Jessica. Lily, dit Sarah sans hésitation. Elle s'appelle Lily Anderson. Max, qui était resté tranquillement couché à côté de la chaise de Sarah, leva la tête au nom, les oreilles dressées vers l'avant comme en signe d'approbation. Sarah avait réussi à convaincre le personnel de l'autoriser à rester après que le docteur Reynolds eut admis à contre-cœur que le chien semblait remarquablement propre pour un errant et ne montrait aucun signe d'agression, sauf lorsque Robert Thompson s'approchait trop près. « Je dois appeler le shérif Henderson », dit Sarah en se levant de sa chaise. Cela change tout. Emily n'a pas simplement disparu, elle a eu un bébé et quelqu'un les a séparés. Alors que Sarah prenait son téléphone, Max se leva soudainement, les oreilles dressées, le corps tendu. Il se dirigea vers la porte de la salle de soins intensifs néonatale et fixa intensément le couloir, un grondement sourd roulant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » demanda Sarah en se plaçant à côté de lui. Le berger se tourna pour la regarder, puis retourna dans le couloir, puis fit 3 pas délibérés dans le couloir avant de se retourner à nouveau. Le message n'aurait pas pu être plus clair s'il avait parlé à voix haute. « Suis-moi. »« Il veut te montrer quelque chose, » dit Jessica, exprimant les pensées de Sarah. « Je reste avec Lily. »« Vas-y. » Sarah hésita, partagée entre le bébé et le message urgent que Max essayait de transmettre. « Si quelque chose change, je t'appelle immédiatement, promit Jessica. « Vas-y. » Sarah suivit Max à travers les couloirs calmes de l'hôpital. La plupart du personnel non essentiel avait été renvoyé chez lui avant que le blizzard ne frappe et ceux qui restaient étaient concentrés dans les zones de soins intensifs. Le berger avançait avec détermination, s'arrêtant de temps en temps pour s'assurer que Sarah le suivait toujours, la conduisant à l'entrée latérale de l'hôpital, rarement utilisée, près de la voie de service. « Tu veux sortir » demanda Sarah avec incrédulité alors que Max grattait la porte. Par ce temps, la tempête s'était brièvement calmée, les fortes chutes de neige s'étaient réduites à de douces bourrasques, mais le vent coupait toujours comme un couteau à travers la blouse de Sarah. Elle attrapa un manteau de rechange sur le porte-manteau près de la porte et suivit Max dans le parking enneigé. Le berger avançait avec assurance dans la neige profonde, se dirigeant vers la lisière des arbres qui bordaient le terrain de l'hôpital. Sarah suivit, s'enfonçant jusqu'aux genoux à chaque pas, se demandant si elle avait perdu la tête. Pourtant, quelque chose dans le comportement de Max la poussait à avancer, la même certitude qu'elle avait vue lorsqu'il avait livré Lily à la salle d'urgence. Au bord des bois, Max s'arrêta, le nez au sol, suivant une odeur que lui seul pouvait détecter. Il disparut brièvement dans les arbres, puis revint en aboyant une fois, de manière sèche et insistante. « J'arrive » l'assura Sarah, regrettant de ne pas avoir pensé à prendre des bottes au lieu de patauger dans la neige jusqu'aux genoux en sabots d'hôpital. À 20 mètres dans la forêt, Max s'arrêta à côté d'un tronc d'arbre tombé, partiellement recouvert de neige. Il commença à creuser, ses pattes puissantes déplaçant la poudre blanche, jusqu'à ce que Sarah aperçoive quelque chose de rose sous la neige. Elle s'agenouilla à côté de lui, repoussant davantage de neige pour révéler l'écharpe rose d'une femme, l'écharpe d'Emily, celle que Sarah lui avait offerte pour Noël l'année dernière. « Oh mon Dieu !» souffla Sarah en ramassant l'écharpe avec des mains tremblantes. Elle était tachée de ce qui semblait être du sang séché. « Max, où l'as-tu trouvé ? Où est Emily ?» Le chien gémit, frappant à nouveau le sol de ses pattes, mais le téléphone de Sarah sonna avant qu'il ne puisse poursuivre leurs recherches. Elle tâtonna pour y répondre avec des mains gantées. « Docteur Anderson ?» C'était Jessica, sa voix tendue, avec une urgence maîtrisée. « Vous devez revenir maintenant. Michael Dawson est ici et pose des questions sur Emily. »« J'arrive, » dit Sarah en fourrant l'écharpe dans la poche de son manteau. Ne le laissez pas s'approcher de Lily. Au moment où Sarah et Max revinrent à l'hôpital, ils étaient tous les deux couverts de neige et respiraient difficilement à cause de leur retour précipité. Sarah tapa du pied à l'entrée,
secouant le plus de neige possible, tandis que Max se secouait en une pluie de blanc. Michael Dawson se tenait au comptoir des infirmières, sa grande silhouette appuyée contre le comptoir avec un désinvolture étudié. Avec ses traits ciselés et son sourire facile, il avait charmé la plupart des habitants de Pinewood, mais Sarah avait toujours senti quelque chose de prédateur derrière sa façade amicale. Maintenant, en le regardant discuter avec une jeune infirmière, elle ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la neige qui fondait à l'intérieur de ses chaussures. La réaction de Max fut immédiate et viscérale. Les poils le long de sa colonne vertébrale se hérissèrent et un grondement profond et menaçant émana de sa poitrine. Michael se tourna au son sourire vacillant lorsqu'il aperçut Sarah et le chien. « Sarah » salua-t-il en se reprenant rapidement. « J'ai entendu parler du bébé qu'on a trouvé. Est-ce vrai ce qu'on dit en ville, que ça pourrait être celui d'Emily ? » « Pourquoi penses-tu ça » demanda prudemment Sarah, posant une main rassurante sur le collier de Max. Le berger vibrait littéralement de tension sous ses doigts. Michael haussa les épaules. « Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Quelqu'un au restaurant a mentionné que tu avais trouvé un bébé avec un bracelet de famille ou quelque chose comme ça. » Ses yeux se posèrent sur Max, puis revinrent sur Sarah. « Qu'est-ce qu'il a ce chien ? » « C'est lui qui a trouvé le bébé, » dit Sarah en observant le visage de Michael pour y déceler une réaction. « Il l'a amené jusqu'aux portes de l'hôpital pendant le pire de la tempête. »« Chien intelligent » commenta Michael. Mais Sarah ne manqua pas la façon dont il modifia subtilement sa position pour mettre plus de distance entre lui et Max. « Alors, est-ce vrai ? Le bébé est celui d'Emily ?» Avant que Sarah ne puisse décider comment répondre, le shérif Henderson sortit de l'ascenseur, l'air fatigué mais déterminé. Il fit un signe de tête sombre à Sarah avant de s'adresser à Michael. « Monsieur Dawson, j'aimerais que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions lorsque les routes seront dégagées, » dit-il. « Nous avons de nouvelles informations sur la disparition d'Emily. » L'expression de Michael ne changea pas, mais Sarah remarqua ses mains se serrer brièvement avant de se détendre. « Bien sûr, shérif. Tout ce que je peux faire pour aider à retrouver Emily. Nous sommes tous très inquiets. » Le shérif acquiesça, puis se tourna vers Sarah. « Doc, puis-je vous parler ?» Ils se déplacèrent dans un coin tranquille du couloir, Max restant près de Sarah, son regard ne quittant jamais Michael. « L'ADN du bébé a confirmé qu'il était celui d'Emily » demanda Henderson à voix basse. Sarah acquiesça. « Et il y a plus. J'ai trouvé ça dans les bois tout à l'heure. » Elle sortit l'écharpe tachée de sang. « C'est celle d'Emily. » Max m'y a conduit. Henderson prit l'écharpe avec précaution, examinant les taches. Max les conduisit avec assurance dans les bois derrière l'hôpital, suivant un chemin que lui seul pouvait percevoir. Sous la neige fraîche. Sarah luttait pour suivre avec les bottes empruntées, trop grandes et encombrantes, mais sa détermination la poussait vers l'avant. L'équipe de recherche s'éparpilla en formation lâche, communiquant par des coups de sifflet occasionnels et des vérifications radio. Ils avaient parcouru environ 1 mille lorsque Max s'arrêta soudainement, reniflant l'air sans prévenir. Il vira brusquement à gauche, s'éloignant du chemin qu'il suivait, plongeant à travers un épais fourré de branches de pin. « Max, attends !» cria Sarah, mais le berger allemand était déjà en train de foncer avec une détermination inébranlable. Le shérif Henderson aida Sarah à se frayer un chemin à travers les branches sans mêler. « Il a trouvé quelque chose » observa le shérif d'un ton sombre. Les chiens ne changent pas de direction comme ça sans raison. Lorsqu'ils sortirent du fourré, ils se retrouvèrent dans une petite clairière dominée par une cabane abandonnée. Son toit s'affaissait dangereusement sous le poids de la neige accumulée et les fenêtres étaient des yeux sombres et vides qui regardaient l'équipe de recherche. Max se tenait sur le porche délabré, grattant à la porte et gémissant avec une urgence croissante. « L'ancien Pearson Place » murmura l'un des volontaires. « Abandonné depuis 20 ans ou plus. » Sarah ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. « Emily est ici, et là » Henderson sortit son arme de poing, signalant à l'adjoint Wilson d'approcher par le côté. « Restez en arrière, docteur Anderson » ordonna-t-il, avançant prudemment vers la cabane. Mais Sarah ne pouvait pas rester en arrière. Pas quand chaque fibre de son être criait que sa sœur avait besoin d'elle. Elle suivit à quelques pas derrière Henderson, le cœur battant dans sa poitrine. Les gémissements de Max devinrent plus frénétiques lorsque le shérif atteignit le porche. « Police, quelqu'un à l'intérieur. »« Identifiez-vous » cria Henderson, sa voix résonnant dans le calme hivernal. En l'absence de réponse, il essaya la porte et la trouva déverrouillée.
Elle s'ouvrit en grinçant de façon lugubre. La puanteur les frappa immédiatement, métallique et moite, l'odeur indubitable du sang et, pire encore, Sarah suffoqua, couvrant sa bouche avec sa main gantée. Henderson lui fit signe de rester où elle était, mais Max se faufila entre ses jambes, disparaissant dans l'obscurité de la cabane. « Max » cria Sarah, la panique montant dans sa gorge. Elle tâtonna pour trouver la lampe de poche dans sa poche, l'alluma et suivit le berger allemand. Malgré les avertissements d'Henderson, le faisceau de lumière révéla une scène digne d'un cauchemar. L'intérieur de la cabane était une seule pièce meublée avec parcimonie avec un cadre de lit en métal rouillé, une table renversée et un poêle à bois disparu depuis longtemps. Du sang-froid tachait le plancher de bois brut en plaques sombres et écaillées. Et là, dans le coin, le plus éloigné de la porte, Max gémissait au-dessus d'un tas de vieilles couvertures qui formaient un nid de fortune. Sarah s'approcha lentement, terrifiée de ce qu'elle pourrait trouver. Mais le nid était vide, à l'exception d'autres taches de sang et d'un petit carnet en lambeaux. « Émilie était ici » murmura Sarah, ramassant le carnet avec des mains tremblantes. C'était le journal de sa sœur, celui qu'elle emportait partout. Elle a accouché ici. Henderson examina les motifs de sang avec sa lampe de poche. Beaucoup de sang, dit-il doucement. Mais pas de corps. Cela pourrait être un bon signe. Ou cela pourrait signifier qu'il l'a déplacé, rétorqua Sarah, feuilletant le journal avec une horreur croissante. Les dernières entrées détaillaient la peur d'Émilie envers Michel, ses abus croissants, sa découverte de la grossesse et ses projets de s'échapper. « Écoute ça » dit Sarah. « Elle m'a découvert le bébé, qui n'est pas le sien. Il est devenu fou, il a menacé de me tuer, moi et le bébé. Les deux. Je pars ce soir, je vais chez Sarah. S'il arrive quelque chose, le bébé passe en premier. » Henderson prit le journal avec précaution. « Pas son bébé » répéta-t-il. « Cela change les choses. » Shérif, appela l'adjoint Wilson de l'extérieur. « Vous devez voir ça. » Ils se précipitèrent dehors pour trouver Wilson agenouillé à côté de traces, partiellement conservées sous le surplomb de la cabane où la neige ne les avait pas complètement recouvertes. « 2 séries d'empreintes, » expliqua Wilson, pointant du doigt. « Une plus petite, probablement des bottes de femme, et une plus grande, des bottes de travail d'homme, des empreintes profondes suggérant un poids porté. Elles partent par là. » Il pointa du doigt un étroit sentier menant plus profondément dans la forêt. « Quel âge ont-elles » demanda Henderson, examinant les traces. Wilson secoua la tête. « Difficile à dire avec les chutes de neige, mais pas plus d'1 semaine. Elles ont été faites après la première grosse neige, mais avant cette tempête de neige. » Max suivait déjà la piste, s'arrêtant pour regarder Sarah avec une impatience évidente. « Nous devons suivre ces traces » insista Sarah, s'apprêtant à rejoindre le berger allemand. Henderson lui attrapa le bras. « Docteur Anderson, il va bientôt faire nuit et la tempête revient. Nous pouvons marquer cet endroit et revenir avec une équipe complète demain. Demain pourrait être trop tard. » Sarah se dégagea. « Vous avez lu le journal. Si Michel a emmené Émilie quelque part après qu'elle ait accouché, elle est sans soins médicaux depuis des jours. Elle pourrait se vider de son sang, être en hypothermie. » Sa voix se brisa. « Je ne quitterai pas ces bois sans ma sœur. » Le shérif hésita, visiblement tiraillé entre les protocoles de sécurité et l'urgence de la situation. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, sa radio grésilla. « Shérif, ici la centrale. Nous avons une situation à l'hôpital. » La voix saturée de la répartitrice de la ville sonnait tendue, même à travers la distorsion. « Allez-y, centrale » répondit Henderson, les yeux rivés sur le ciel qui s'assombrissait. Michel Dawson s'est présenté il y a environ 15 minutes, exigeant de voir le bébé. Lorsqu'ils ont refusé, il est devenu agressif. La sécurité de l'hôpital l'a expulsé, mais il a proféré des menaces. Le docteur Reynolds a appelé. Le sang de Sarah se glaça. « Lily » murmura-t-elle. « Nous devons retourner à l'hôpital. » Henderson prit une décision rapide. « Wilson, ramenez immédiatement le docteur Anderson à l'hôpital. Le reste d'entre nous continuera à suivre ses traces tant qu'il fera jour. » « Non » protesta Sarah. « Je dois retrouver Émilie. »« Votre nièce a besoin de protection » rétorqua Henderson fermement. « Et vous devez vérifier si le bébé est réellement celui de Dawson ou non. Cette entrée de journal change toute notre approche. » Sarah savait qu'il avait raison. Mais quitter la recherche lui donnait l'impression d'abandonner Émilie,
encore une fois. Elle regarda Max, tiraillé entre sa sœur et sa nièce. Comme s'il sentait son dilemme, Max trottina vers Sarah, lui donnant un coup de museau sur la main, puis se retourna vers la piste avec une clarté soudaine. Sarah comprit. Max restera avec l'équipe de recherche, décida-t-elle. Il peut vous conduire à Emily. Henderson sembla sceptique. Le chien vous suivra, docteur. Sarah s'agenouilla devant Max, prenant doucement son visage entre ses mains. Max, dit-elle clairement, regardant dans ses yeux intelligents. Retrouve Emily, comprends, retrouve Emily. Le berger allemand soutint son regard, puis se tourna délibérément vers la piste, reniflant le sol, avant de regarder le shérif avec ce que Sarah ne pouvait décrire que comme de la détermination. « Je suis damné, murmura Henderson. « Très bien, nous suivrons le chien. Wilson, ramenez le docteur Anderson en toute sécurité et coordonnez-vous avec la sécurité de l'hôpital. Je veux que Dawson soit retrouvé et amené pour être interrogé. » Le voyage de retour à l'hôpital sembla durer une éternité, les moteurs de la motoneige peinant contre la poudreuse fraîche et le vent qui se levait. Au moment où ils arrivèrent, le bref calme avait cédé la place à de nouvelles conditions de tempête de neige, les lumières d'urgence de l'hôpital projetant une lueur étrange à travers la neige tourbillonnante. L'adjoint Wilson escorta Sarah à l'unité de soins intensifs néonatales où ils trouvèrent Jessica qui montait la garde devant la chambre de Lily, rejointe par Robert Thompson, dont l'opinion sur les chiens ne s'étendait apparemment pas aux sentiments protecteurs concernant les nourrissons menacés. « Où est Michel ?» demanda Sarah, se débarrassant de ses vêtements d'extérieur couverts de neige. « La sécurité l'a escorté dehors, » répondit Thompson, l'air inhabituellement sérieux. Mais il disait des choses folles, docteur, affirmant que le bébé était le sien et qu'il avait le droit de l'emmener. Il est arrivé jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales, ajouta Jessica, son attitude normalement calme et branlée. Il a commencé à crier au sujet des tests ADN et des droits du père, disant que nous regretterions de lui avoir refusé sa fille. Sarah se précipita dans la chambre de Lily, ayant besoin de voir sa nièce saine et sauve. Le bébé reposait paisiblement dans son incubateur, les moniteurs affichant des signes vitaux améliorés. Un soulagement envahit Sarah lorsqu'elle caressa doucement la minuscule main de Lily à travers le port. Nous l'avons transféré dans la section sécurisée de l'unité de soins intensifs néonatales, expliqua le docteur Reynolds, entrant dans la pièce derrière Sarah. Accès limité avec une carte clé seulement et j'ai 2 infirmières qui restent avec elle toute la nuit. Merci, dit Sarah sincèrement. Ne me remerciez pas encore, répondit Reynolds d'un ton sombre. Dawson menace d'intenter une action en justice. Il dit qu'il est le père et qu'il veut un test de paternité immédiatement. Sarah pensa à l'entrée du journal d'Emily, pas son bébé. Nous devrions faire le test, décida-t-elle. Si le journal d'Emily est exact et qu'il n'est pas le père, cela mine toute sa revendication. Déjà une longueur d'avance, acquiesça Reynolds. J'ai préparé le laboratoire pour l'exécuter dès que nous aurons un échantillon de Dawson. Le bureau du shérif peut l'obliger à en fournir un. Une agitation dans le couloir attira leur attention. Sarah sortit pour voir le shérif Henderson se faire aider à franchir la porte par 2 secouristes, le visage cendré de douleur alors qu'il serrait sa jambe droite. Que s'est-il passé? Sarah se précipita, ses instincts de médecin prenant le dessus. Il est tombé à travers des planches de porche pourries dans une autre cabane à environ 3 km de la première, expliqua l'un des secouristes. Je pense qu'il s'est cassé la cheville. La tempête devenait de toute façon trop dangereuse pour continuer. Où est Max? Demanda Sarah, regardant au-delà d'eux vers la porte. Les hommes échangèrent des regards mal à l'aise. Le chien est parti, admit finalement le 2e secouriste. Nous étions en train de vérifier la cabane, nous avons entendu quelque chose à l'extérieur. Au moment où nous sommes ressortis, il avait disparu, il s'était volatilisé dans la tempête. Nous avons appelé et cherché aussi longtemps que nous le pouvions, mais... Sa voix s'éteignit, désignant la tempête de neige hurlante visible à travers les fenêtres de l'hôpital. Sarah eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Max était là-bas, seul dans le pire de la tempête, et s'il avait trouvé quelque chose ou quelqu'un et qu'il ne pouvait pas conduire l'équipe de recherche jusqu'à cet endroit. Nous reprendrons les recherches à la première heure. Henderson fit une grimace alors que le personnel de l'hôpital le transférait dans un fauteuil roulant. Nous ne pouvons rien faire de plus dans ces conditions. Sarah acquiesça, engourdie, sachant qu'il avait raison, mais détestant l'impuissance qui l'envahissait. Emily et maintenant Max étaient là-bas, quelque part, à la merci de l'hiver brutal du Michigan.
Le docteur Reynolds toucha doucement son bras. Sarah, tu as besoin de repos. Tu es debout depuis près de 36 heures d'affilée. Lily est en sécurité et il n'y a rien de plus que tu puisses faire pour Emily ou le chien ce soir. Je ne peux pas rester les bras croisés, protesta Sarah, bien que l'épuisement la tirait comme un poids physique. Tu ne le feras pas, l'assura Jessica. J'ai installé un lit de camp dans la salle d'observation à côté de la chambre de Lily. Tu peux dormir là et être juste à côté d'elle. Si quelque chose change avec le bébé, avec la recherche, avec quoi que ce soit, nous te réveillerons immédiatement. Sarah voulait argumenter, mais son corps la trahit avec une vague de fatigue si intense qu'elle vacilla sur ses pieds. 2 heures, concéda T.L. Réveillez-moi dans 2 heures, quoi qu'il arrive. Alors qu'elle s'installait sur les 3 lits de camp, les dernières pensées de Sarah avant de succomber à l'épuisement furent l'écriture d'Emily dans le journal, le bébé passe en premier, et Max, le fidèle Max, quelque part dans la neige aveuglante, cherchant encore alors que tout le monde avait abandonné. Sarah se réveilla désorientée, l'environnement inconnu la déroutant momentanément, jusqu'à ce que les événements de la journée précédente lui reviennent en mémoire. Un coup d'œil à sa montre révéla qu'elle avait dormi 5 heures, et non les 2 qu'elle avait demandées. À travers la fenêtre d'observation, elle pouvait voir Lily dormir paisiblement dans son incubateur, une infirmière vérifiant les moniteurs à côté d'elle. Les couloirs de l'hôpital étaient étrangement calmes, la tempête à l'extérieur étouffant tous les sons au-delà du bip régulier de l'équipement médical. Sarah trouva Jessica au poste d'infirmière, sirotant une tasse de café, les yeux rougis. « Vous m'avez laissé trop dormir », accusa Sarah, sans chaleur, son corps encore lourd de fatigue malgré le repos. « Ordre du médecin », répondit Jessica. « Reynolds a dit de te laisser dormir jusqu'à ce que tu te réveilles naturellement. Tu en avais besoin. » Elle poussa une tasse de café frais sur le comptoir. « Bois ça, tu vas en avoir besoin. » Quelque chose dans le ton de Jessica envoya un frisson à Sarah. Que s'est-il passé? Les yeux de Jessica s'emplirent de larmes. Ils ont retrouvé Emily. L'équipe de recherche et de sauvetage est partie à la première heure avec les coordonnées d'hier. Elle prit la main de Sarah. « Je suis tellement désolée, Sarah. » Le monde sembla basculer sous les pieds de Sarah, la tasse de café glissant de ses doigts soudainement engourdie et se brisant sur le sol. « Non, murmura-t-elle. Non, elle ne peut pas être. Elle n'est pas morte. » Jessica clarifia rapidement, serrant les bras de Sarah pour la stabiliser. « Mais c'est grave, Sarah, très grave. Il l'amène maintenant. » Un soulagement déferla sur Sarah comme une vague, immédiatement suivi d'une crainte. À quel point est-ce grave? Que lui est-il arrivé? Avant que Jessica ne puisse répondre, les portes des urgences s'ouvrirent brusquement, apportant avec elles une rafale d'air glacial et une rafale d'activité, alors que les ambulanciers se précipitaient avec un brancard. Sarah se fraya un chemin à travers les membres du personnel, ayant besoin de voir sa sœur. Emily était allongée immobile sur le brancard, son visage presque aussi blanc que la neige qui fondait dans ses cheveux. Un masque à oxygène couvrait son nez et sa bouche et des lignes intraveineuses serpentinaient de ses 2 bras. Du sang imbibait les couvertures recouvrant le bas de son corps. Emily, haleta Sarah, tendant la main vers celle de sa sœur. Elle était glaciale, les doigts bleus. Tension artérielle de 80/40 et en baisse, rapporta un ambulancier alors qu'il transférait Emily dans une salle de traumatologie. Hypothermie sévère, septicémie probable due à une hémorragie postpartum non traitée, contusion et lacération multiples compatibles avec une agression. Le docteur Chambers, chef de la médecine d'urgence de l'hôpital, prit immédiatement les choses en main. Déterminez le groupe sanguin et faites une épreuve de compatibilité pour 4 unités de sang total, ordonna-t-il. Démarrez le protocole de réchauffement, les antibiotiques à large spectre et appelez le docteur Wilson de l'obstétrique. Sarah resta figée, ses connaissances médicales lui disant ce que son cœur ne pouvait accepter. Emily était en train de mourir. La perte de sang, l'infection, l'hypothermie n'importe laquelle serait grave. Combinées, elles étaient catastrophiques. « Batte-toi, Emily » murmura-t-elle, serrant la main inerte de sa sœur, avant que l'équipe de traumatologie ne la mette doucement mais fermement de côté pour travailler. Le shérif Henderson apparut à son coude, sa jambe blessée maintenant correctement attelée et enveloppée. « Docteur Anderson, dit-il doucement. Je dois vous dire ce que nous avons trouvé. » Sarah le suivit jusqu'à un coin tranquille de la salle d'attente des urgences, ses jambes bougeant mécaniquement pendant que son esprit restait avec Emily dans la salle de traumatologie.
nous l'avons retrouvé dans une vieille cabane de chasse à environ 5 km de l'endroit où nous nous sommes arrêtés hier, expliqua Henderson. L'endroit était à peine debout, pas de chauffage, pas de provisions. On dirait qu'elle y était depuis des jours, essayant de rester en vie après l'accouchement. Comment l'avez-vous retrouvé ? Demanda Sarah, s'accrochant aux détails pour ne pas se noyer dans l'horreur de la situation. L'expression de Henderson s'adoucit. Votre chien nous a conduits directement à elle. L'équipe de recherche l'a aperçue à l'aube, montant la garde devant la cabane. Il ne laissait personne approcher tant que le chef d'équipe ne lui avait pas offert de la nourriture. Un animal intelligent. Il savait exactement ce qu'il faisait. Max, il va bien ? Une petite étincelle d'espoir vacilla dans la poitrine de Sarah. Épuisé et à moitié gelé, mais oui, il va bien. Le contrôle des animaux l'a pris en charge pour le moment, ils le réchauffent et le nourrissent. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas quitter Emily tant que les ambulanciers n'étaient pas arrivés. Henderson hésita puis ajouta, il y a plus. Docteur Anderson, nous avons trouvé des preuves dans les 2 cabanes. C'est clair. Michelle Dawson a retenu votre sœur captive dans le premier endroit où elle a accouché. Puis, quand elle a essayé de s'échapper avec le bébé, il l'a attrapée, a pris le nourrisson et a déplacé Emily dans la 2e cabane, la laissant essentiellement mourir. Les genoux de Sarah fléchirent et elle s'effondra sur une chaise à proximité. Il a essayé de la tuer, murmura-t-elle. Et il aurait réussi sans Max. Nous recherchons Dawson maintenant, l'assura Henderson. Tous les agents des forces de l'ordre de 3 comtés sont en état d'alerte. Il n'ira pas loin, surtout pas dans ce temps. Les portes de la salle de traumatologie s'ouvrirent et le docteur Chambers sortit, le visage grave. Docteur Anderson, nous devons parler. Sarah se leva sur des jambes tremblantes, se préparant au pire. L'état de votre sœur est critique, dit Chambers sans préambule. L'hémorragie dure depuis des jours et l'infection s'est propagée à sa circulation sanguine. Elle est gravement anémiée et ses organes commencent à défaillir. Nous devons opérer immédiatement pour contrôler le saignement, mais franchement, elle pourrait ne pas survivre à la chirurgie dans son état actuel. De quoi avez-vous besoin ? Demanda Sarah, se concentrant sur les détails comme une défense contre une émotion accablante. Du sang pour commencer, répondit Chambers. Elle est au négatif. Comme moi, interrompit Sarah. Prenez tout ce dont elle a besoin. Ce ne sera pas suffisant, prévint Chambers. Elle a besoin de plusieurs unités et nos réserves sont faibles en raison de la tempête qui retarde nos livraisons régulières. Sarah pensa rapidement, vérifier le groupe sanguin de Lily à partir de ses analyses à l'admission. Si elle est au négatif, cela signifie que les parents d'Emily étaient probablement des donneurs compatibles. Mon père était au négatif. Je ne suis pas sûr pour ma mère. Je vais vérifier les dossiers du bébé, proposa Jessica, se dirigeant déjà vers l'ordinateur. En attendant, nous allons préparer Emily pour la chirurgie, continua Chambers. Les prochaines heures sont critiques, docteur Anderson. J'aimerais pouvoir vous offrir plus d'assurance, mais vous méritez la vérité. Les chances de votre sœur sont très minces. Sarah acquiesça mécaniquement, traitant le sombre pronostic à travers un brouillard de choc. Puis-je la voir avant la chirurgie ? Brièvement, acquiesça Chambers. Il la prépare maintenant. Emily paraissait incroyablement petite sur la table d'opération, son corps entouré d'équipements, sa présence autrefois vibrante réduite à une collection de signes vitaux défaillants sur les moniteurs en hauteur. Sarah s'approcha prudemment, consciente des tubes et des fils qui maintenaient sa sœur attachée à la vie. Emily, murmura-t-elle, se penchant près de l'oreille de sa sœur. C'est Sarah. Je suis là. Lily est en sécurité. Votre belle-fille est en sécurité et vous attend. Vous devez juste vous battre un peu plus longtemps. D'accord, battez-vous pour elle, battez-vous pour moi. Était-ce son imagination, ou les paupières d'Emily papillonnèrent-elles légèrement ? Sarah serra sa main, désespérée d'une réponse quelconque. J'ai trouvé votre journal, Emily. Je sais ce qui s'est passé. Michel ne peut plus vous faire de mal. S'il vous plaît, ne me quittez pas, une infirmière toucha doucement l'épaule de Sarah. Docteur Anderson, nous devons commencer. À contre-cœur, Sarah lâcha la main de sa sœur et recula, permettant à l'équipe chirurgicale de prendre le relais. Alors qu'ils emmenaient Emily vers la salle d'opération, Sarah ressentit une terrible certitude qu'elle ne pourrait plus jamais parler à sa sœur. Jessica la trouva toujours debout là quelques minutes plus tard, fixant l'espace vide où Emily avait été. « Sarah » dit-elle doucement.
Le groupe sanguin de Lily est O négatif. Elle est compatible avec Emily. Dans des circonstances normales, la nouvelle aurait été un soulagement, mais Sarah secoua tristement la tête. Elle est trop petite, Jessica. Un nourrisson ne peut pas donner de sang. Non, mais cela confirme votre théorie sur la compatibilité génétique, souligna Jessica. Et j'ai d'autres nouvelles. Michel Dawson vient de se rendre au poste de shérif. Ce développement inattendu coupa à travers le chagrin de Sarah. Quoi? Pourquoi ferait-il ça? Il prétend qu'il est innocent, expliqua Jessica. Il dit qu'il était inquiet pour Emily, mais qu'il ne lui a jamais fait de mal. Il veut faire un test de paternité pour prouver que Lily est sa fille. Une froide fureur remplaça le désespoir de Sarah. Il a laissé ma sœur mourir et a abandonné sa fille nouveau-née dans la neige. Il ne peut pas prétendre à l'innocence. L'adjoint du shérif l'amène ici pour l'échantillon d'ADN, continua Jessica. Reynolds a déjà le kit de test prêt. La pensée que Michel se trouve dans le même bâtiment qu'Emily et Lily donna à Sarah la chair de poule. Je veux être là, décida-t-elle. Je veux le regarder dans les yeux lorsque le test prouvera qu'il ment. Pendant qu'elles attendaient l'arrivée de Michel, Sarah alla voir Lily, trouvant du réconfort dans le fait que sa nièce devenait de plus en plus forte d'heure en heure. Le teint du bébé s'était considérablement amélioré et elle prenait de petites quantités de lait maternisé, autant de signes positifs qu'elle se remettrait complètement de son épreuve. Ta maman se bat avec acharnement, murmura Sarah, caressant la joue de Lily à travers le port de l'incubateur. Et jusqu'à ce qu'elle aille mieux, ta tante Sarah est juste ici. Un doux coup à la porte attira son attention. Le docteur Reynolds se tenait là, l'expression sombre. Ils ont amené Dawson pour le test. Et, Il hésita, semblant incertain de la manière de continuer. Docteur Anderson, je viens de recevoir une mise à jour préliminaire de l'équipe chirurgicale. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Sarah se prépara. Dites-moi que le saignement n'est pas maîtrisé. Ils font tout leur possible, mais la tension artérielle d'Emily continue de baisser malgré les transfusions. Le docteur Chambers voulait que vous sachiez qu'ils envisagent des interventions de dernier recours qui pourraient lui sauver la vie, mais cela signifierait qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Sauver sa vie, dit Sarah sans hésitation. C'est tout ce qui compte. Reynolds acquiesça. Ils continueront à nous tenir au courant. En attendant, voulez-vous être présente lors du prélèvement d'ADN de Dawson? Sarah regarda Lily, paisible et inconsciente du drame de vie et de mort qui se déroulait autour d'elle. Oui, décida-t-elle pour Emily et Lily à la fois. Je dois l'affronter. Alors qu'elle suivait Reynolds vers la pièce où Michel attendait, Sarah eut l'impression de marcher vers un règlement de compte, non seulement avec l'homme qui avait détruit la vie de sa sœur, mais avec un avenir soudainement terrifiant et incertain. Michel Dawson était assis dans une petite salle de conférence à côté du couloir principal de l'hôpital, ses beaux traits disposés dans une expression d'inquiétude qui aurait pu sembler sincère à quelqu'un qui ne savait pas ce que Sarah savait maintenant. L'adjoint Wilson montait la garde près de la porte, le visage impassible, mais la posture alerte. Le docteur Reynolds attendait à côté de Sarah, le kit de prélèvement d'ADN à la main. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour ça, lui rappela Reynolds doucement. Si, je le dois, répondit Sarah, se préparant avant de pousser la porte. Michel se leva immédiatement, les yeux s'illuminant de ce qui semblait être du soulagement. Sarah, avez-vous des nouvelles d'Emily? Ils ne veulent rien me dire. La performance était si convaincante que pendant une fraction de seconde, Sarah douta presque d'elle-même. Puis elle se souvint du journal d'Emily, des cabanes tachées de sang, de sa sœur se battant pour sa vie en chirurgie. Elle est dans un état critique, répondit Sarah froidement, se battant pour sa vie après avoir été abandonnée sans soins médicaux après l'accouchement. Le visage de Michel exprima un choc, sincère ou fabriqué? Sarah ne pouvait pas dire. Mon Dieu, c'est terrible. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Nous avons rompu il y a des mois. Ce n'est pas ce que dit son journal, rétorqua Sarah, observant attentivement son expression. Elle a tout documenté, Michel, les abus, les menaces, quand vous avez découvert qu'elle était enceinte, comment vous l'avez retenue captive quand elle a essayé de partir. Une lueur de quelque chose de dangereux traversa son visage avant que le masque d'inquiétude ne revienne. Journal, Sarah. Emily était perturbée après notre rupture. Elle a inventé toutes sortes de choses. Je ne l'ai pas vue depuis des mois. Le docteur Reynolds fit un pas en avant, s'éclaircissant la gorge. Monsieur Dawson,
nous sommes ici pour prélever un échantillon d'ADN afin de déterminer si vous êtes le père de l'enfant d'Emily. La procédure est simple et non invasive. Il ouvrit le kit, en retirant un écouvillon scellé. Les yeux de Michel se plissèrent. Est-ce vraiment nécessaire? Je vous ai déjà dit que nous avions rompu il y a des mois. Le bébé ne peut pas être de moi. Alors vous ne devriez pas avoir d'objection à le prouver, dit Sarah d'un ton égal. Un silence tendu emplit la pièce. Finalement, Michael haussa les épaules avec une nonchalance exagérée. Très bien, tout ce qui peut aider à éclaircir cette affaire plus rapidement. Alors que Reynolds prélevait l'échantillon sur la joue, Sarah étudiait l'homme que sa sœur avait craint. Rien dans son apparence soignée ne suggérait le monstre décrit dans le journal d'Emily. Il était bien habillé malgré la tempête, son attitude calme et raisonnable. Seuls ses yeux le trahissaient, froid et calculateur sous le vernis de l'inquiétude. « Combien de temps prendront les résultats ?» demanda Michael alors que Reynolds scellait l'échantillon. « Traitement accéléré, compte tenu des circonstances, » répondit Reynolds, « quelques heures tout au plus. » Michael acquiesça, puis fixa son regard sur Sarah. « Je veux voir le bébé. S'il y a une chance qu'elle soit à moi, elle est à moi. J'ai des droits. Vous n'avez aucun droit sur un enfant que vous avez abandonné dans une tempête de neige. » Sarah laissa échapper sa colère, se fissurant. « Je n'ai jamais abandonné aucun enfant, » Michael insista, sa voix s'élevant. « Je ne savais même pas qu'Emily était enceinte. On me tend un piège ici. » L'adjoint Wilson s'avança. « Monsieur Dawson, baissez le ton. C'est un hôpital. » Michael prit une profonde inspiration, se retenant visiblement. « Écoute, Sarah, je sais que tu es bouleversée par Emily. Moi aussi. Mais ces accusations sont insensées. J'aimais ta sœur. Je ne lui ferai jamais de mal. » Avant que Sarah ne puisse répondre, son beeper sonna. Son cœur fit un bond lorsqu'elle vit le code, l'opération d'Emily. « Je dois y aller, » dit-elle, se dirigeant déjà vers la porte. « Sarah, attends, » l'appela Michael. « Quand puis-je voir le bébé ?» Elle se retourna brièvement, le fixant d'un regard froid. « Jamais, si j'ai mon mot à dire. » Sarah se précipita vers l'étage de la chirurgie, la peur la propulsant en avant. Le docteur Chambers la rencontra à l'extérieur, encore en tenue chirurgicale, son masque baissé révélant un visage marqué par l'épuisement. « Nous avons réussi à arrêter le saignement, » rapporta-t-il sans préambule, mais elle est extrêmement instable. L'infection a provoqué un choc septique et ses reins montrent des signes de défaillance. Nous l'avons placée sous assistance respiratoire maximale, mais les prochaines 24 heures seront critiques. « Puis-je la voir ?» demanda Sarah, sa voix à peine audible. Chambers acquiesça, elle est transférée en soins intensifs. Vous pourrez la voir une fois qu'elle sera installée. Mais, Sarah, hésita-t-il, la compassion dans ses yeux fatigués, vous devriez vous préparer. Même si elle survit, il pourrait y avoir des lésions neurologiques dues à l'hypothermie prolongée et à la septicémie. Sarah acquiesça, incapable de former des mots autour de la boule dans sa gorge. Jessica la trouva immobile dans le couloir quelques minutes plus tard. « Sarah, ça va ? » « Il ne pense pas qu'elle va s'en sortir, » murmura Sarah, la réalité de la situation la frappant enfin de plein fouet. « Ma petite sœur est en train de mourir, Jess. » Jessica enlaça Sarah tandis que les larmes coulaient enfin, de grands sanglots saccadés qui semblaient arrachés du plus profond de son âme. Elles restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, la douleur de Sarah se déversant, tandis que son amie la soutenait. Lorsque la tempête d'émotions fut passée, Sarah essuya ses yeux, prenant une inspiration tremblante. « Je dois m'occuper de Max, » dit-elle, trouvant un objectif dans des questions pratiques. « Où as-tu dit que la fourrière l'avait emmené ?»« Ils ont installé un refuge temporaire au sous-sol de l'hôpital à cause de la tempête, » expliqua Jessica. « Je peux t'y emmener. » Le niveau du sous-sol était considérablement plus chaud que les étages supérieurs, ses murs en béton offrant une isolation contre le froid hivernal. Un enclos de fortune pour animaux avait été créé dans une pièce de stockage avec plusieurs cages installées pour les animaux errants amenés pendant la tempête de neige. Max occupait la plus grande cage, bien que « occupé » ne soit pas tout à fait exact, il arpentait sans cesse la cage d'un bout à l'autre, s'arrêtant occasionnellement pour fixer intensément la porte. Lorsque Sarah entra, sa réaction fut immédiate et spectaculaire. Il gémit bruyamment, se pressant contre la porte de la cage, la queue battant avec une telle force que tout son corps tremblait. « Il se souvient de vous », remarqua le jeune agent de la fourrière qui supervisait le refuge. « C'est le premier signe de vie qu'il montre depuis que nous l'avons amené.
Le pauvre était épuisé et à moitié mort de faim lorsque l'équipe de recherche l'a trouvé, mais il ne voulait pas quitter cette femme avant que les ambulanciers ne prennent le relais. « Puis-je le sortir ?» demanda Sarah, se dirigeant déjà vers la cage. L'agent sembla incertain. « Madame, il est techniquement un animal errant. Il y a des protocoles. Il a sauvé la vie de ma nièce et a conduit les sauveteurs à ma sœur, » interrompit fermement Sarah. « J'en prends la responsabilité. » Après un moment d'hésitation, l'agent acquiesça et déverrouilla la cage. Max s'échappa immédiatement, se dirigeant droit vers Sarah. Elle s'agenouilla pour le rencontrer et il pressa sa grosse tête contre sa poitrine, gémissant doucement tandis qu'elle enlaçait son cou. « Merci » murmura-t-elle dans sa fourrure. « Merci de les avoir trouvés. » Alors que Sarah caressait la tête de Max, ses doigts effleurèrent quelque chose de métallique sous son épaisse fourrure. Intriguée, elle écarta les poils pour révéler un ensemble de médailles pour chien terni attachées à un collier en cuir usé. « C'est étrange » commenta l'agent en se penchant plus près. « Nous l'avons vérifié pour identification quand il est arrivé, mais nous n'avons rien trouvé. » Ce collier a dû glisser sous sa fourrure. Sarah retourna soigneusement les médailles, essuyant des années de crasse accumulées. Alors que la gravure devenait visible, son cœur s'arrêta. Là, indubitable malgré le ternissement, se trouvait un nom qu'elle connaissait trop bien, Atlas. Maître chien L. Thomas Anderson. Unité canine de l'armée américaine. Thomas. Sarah respira, fixant les médailles avec incrédulité. C'était le chien militaire de Thomas. Le monde sembla basculer sous ses pieds. Thomas avait souvent parlé du berger allemand qui avait servi avec lui en Afghanistan, un animal courageux et intelligent qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Lorsque Thomas quitta le service, il avait essayé d'adopter Atlas, mais le chien avait été affecté à un autre maître. Thomas avait fini par perdre sa trace après avoir quitté l'armée. « Il ne s'appelle pas Max », dit doucement Sarah, regardant dans les yeux intelligents du berger. « Il s'appelle Atlas. » Au son de son vrai nom, les oreilles du chien se dressèrent, sa tête s'inclinant en signe de reconnaissance. Sarah passa ses mains le long de son corps cicatrisé, notant les vieilles blessures qui correspondaient aux histoires que Thomas avait racontées, le boitement dû à une éraflure de balle lors d'une embuscade, l'encoche dans son oreille après avoir nettoyé un bâtiment. « Ce ne peut pas être une coïncidence », dit Sarah à Jessica alors qu'elle remontait Atlas à l'étage. « Le chien militaire de Thomas a réussi à se rendre dans notre ville, a sauvé le bébé de ma sœur et nous a conduits à Emily. C'est impossible. » Peut-être pas si impossible, suggéra doucement Jessica. Les chiens de travail militaire sont entraînés à trouver des personnes, à protéger les vulnérables. Peut-être après la mort de Thomas. Elle s'interrompit, ne voulant pas s'aventurer sur un terrain surnaturel, mais l'implication planait dans l'air. Sarah secoua la tête, ne voulant pas suivre cette ligne de pensée. Quoi qu'il l'ait amené ici, je le garde. Thomas aurait voulu ça. Lorsqu'elles atteignirent l'étage des soins intensifs, Sarah se força à aller voir Emily. Sa sœur gisait immobile au milieu d'un enchevêtrement de tubes et de fils, son visage obscurci par un masque à oxygène, son corps à peine visible sous des couvertures chauffantes. L'équipement de surveillance émettait des bips réguliers, documentant la prise de vie hésitante d'Emily. Sarah tira une chaise près du lit, prenant la main froide d'Emily entre les siennes. « Je suis là, M, murmura-t-elle. Lily va très bien, elle devient plus forte chaque heure, et tu ne croiras pas ça, mais le chien militaire de Thomas, Atlas, l'a trouvé et nous a conduits à toi. Il est là aussi. » Elle caressa les doigts pâles de sa sœur. « Tu as juste besoin de te battre un peu plus longtemps. Reviens-nous. » Il n'y eut aucune réponse, pas même un mouvement sous les paupières fermées d'Emily. Les seuls sons étaient le souffle mécanique du ventilateur et le bip rythmique des moniteurs. Un léger coup à l'encadrement de la porte attira l'attention de Sarah. Le docteur Reynolds se tenait là, son expression illisible. « Les résultats de l'ADN sont revenus, dit-il doucement. » Sarah replaça doucement la main d'Emily sur le lit et sortit dans le couloir. « Et Michael Dawson n'est pas le père de Lily, » confirma Reynolds. « Les marqueurs génétiques ne montrent aucune correspondance paternelle. » Malgré tout, Sarah ressentit un élan de soulagement. L'entrée du journal d'Emily était vraie. Le bébé n'était pas de Michael. Le sait-il déjà? Reynolds acquiesça d'un air sombre. Le shérif Henderson l'en a informé il y a quelques minutes. Il ne l'a pas bien pris, il a commencé à s'emporter en disant que le test devait être faux, exigeant de voir le bébé. La sécurité a dû le sortir du bâtiment.
bon débarras, murmura Sarah, bien qu'elle ressente une pointe de malaise. Les hommes comme Michael n'acceptaient pas simplement la défaite. Leur rage s'envenimait, devenant parfois encore plus dangereuse. Il y a autre chose, continua Reynolds. Lors du traitement de l'ADN, notre technicien de laboratoire a remarqué des marqueurs génétiques inhabituels dans le profil du bébé. Sur une intuition, elle a effectué une comparaison avec votre profil, puisque vous avez fait un don de sang plus tôt. Sarah fronça les sourcils, confuse. Et les résultats suggèrent que le père de Lily est étroitement lié à vous, un frère plus précisément, si vous en avez un. Sarah le fixa un instant, sans voix. Je n'ai pas de frère, juste Emily. Reynolds haussa les épaules. Le laboratoire doit se tromper. Cela arrive, surtout quand nous sommes pressés. Nous pouvons le refaire si vous le souhaitez. Non, ça va, dit Sarah, distraite, son esprit s'emballant. Merci de m'avoir informé au sujet de Michael. Lorsque Reynolds fut parti, Sarah retourna au chevet d'Emily, étudiant le visage de sa sœur, comme à la recherche de réponses. Emily n'avait jamais mentionné avoir fréquenté quelqu'un d'autre que Michael au cours de l'année précédente. Si le bébé n'était pas de Michael, qui était le père et pourquoi les résultats du laboratoire suggéraient-ils un lien familial avec Sarah? Une terrible suspicion commença à se former dans l'esprit de Sarah, se rappelant le comportement d'Emily ces derniers mois, son secret, sa réticence à amener son nouveau petit ami, la façon dont elle changeait de sujet chaque fois que Sarah posait des questions sur sa relation avec Michael. « Oh, murmura Sarah. Que t'est-il arrivé? » Atlas, qui était couché tranquillement près de la porte, leva soudain la tête, les oreilles dressées. Un grognement sourd retentit dans sa poitrine alors qu'il se tenait face au couloir, le poil hérissé. Sarah se tourna juste au moment où une infirmière se précipita, le visage pâle d'urgence. « Docteur Anderson, vous devez venir rapidement. C'est votre nièce. » Une peur froide saisit le cœur de Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lily? Il n'y a rien de médicalement parlant, expliqua l'infirmière à bout de souffle, mais Michael Dawson vient d'être aperçu par la sécurité en train d'entrer dans l'unité de soins intensifs néonatales par une entrée de service. Il avait un sac avec lui. Lorsque la sécurité s'est approchée, il s'est enfui. Sarah se dirigeait déjà vers la porte, Atlas sur ses talons. Lily est-elle en sécurité? Où est Dawson maintenant? Le bébé est en sécurité. Une sécurité supplémentaire a été affectée, mais Dawson a disparu dans la cage d'escalier. Et, avec l'hôpital en confinement à cause de la tempête, il est toujours dans le bâtiment quelque part. La prise de conscience que Michael était toujours à l'intérieur, potentiellement armé et certainement dangereux, envoya un frisson dans le corps de Sarah. S'il ne pouvait pas avoir Lily comme sa fille, essaierait-il de s'assurer que personne d'autre ne puisse l'avoir non plus? Je vais à l'unité de soins intensifs néonatales, décida Sarah. Et j'emmène Atlas avec moi. Un mois s'était écoulé depuis la nuit où Atlas avait fait irruption dans les portes des urgences avec Lily doucement nichée dans ses mâchoires. À l'extérieur des fenêtres du chalet au bord du lac de Sarah, le printemps faisait sa première apparition timide dans le nord du Michigan. Des plaques d'herbe émergeant de la neige fondue, les premiers oiseaux revenant construire leur nid, les jours devenant perceptiblement plus longs. Sarah se tenait à la fenêtre de la cuisine, une tasse de café réchauffant ses mains alors qu'elle regardait Atlas patrouiller le périmètre de la cour, son rituel matinal, inchangé malgré l'amélioration du temps. À 6 ans, le berger allemand se déplaçait toujours avec une précision militaire, bien que son boitement devienne plus prononcé les matins plus froids. Sarah sourit lorsqu'il termina son inspection et revint en trottinant vers la maison, s'arrêtant pour secouer la fonte des neiges de son épais pelage avant de gratter à la porte. « Tout est clair, soldat ?» demanda-t-elle en le laissant entrer, recevant un léger ouaf en réponse. Les événements qui suivirent la tentative d'enlèvement de Lily par Michael s'étaient déroulés avec une intensité cauchemardesque. La sécurité avait bouclé toutes les sorties, mais Michael avait disparu dans le labyrinthe des couloirs de service et des zones d'entretien de l'hôpital. Avec la tempête de neige toujours déchaînée à l'extérieur, piégeant tout le monde à l'intérieur des murs du bâtiment, la recherche avait pris une urgence claustrophobe. C'est Atlas qui avait suivi Michael jusqu'à la chaufferie de l'hôpital, le berger captant son odeur malgré le dédale de couloirs et d'escaliers. Sarah avait suivi contre les ordres directs du shérif Henderson, ne voulant pas laisser Atlas affronter seul le danger. Ils avaient trouvé Michael recroquevillé dans un coin, un couteau de chasse à la main, murmurant des choses sur la trahison et la vengeance. Ce qui s'était passé ensuite apparaissait toujours dans les cauchemars de Sarah. Michael s'était jeté sur elle avec le couteau, son visage déformé par la rage.
Atlas l'avait intercepté en pleine attaque, les deux s'écrasant au sol dans un violent enchevêtrement de fourrure et de membres. Au moment où la sécurité les atteignit, Atlas avait Michael cloué au sol, le couteau glissant inoffensivement sur le sol en béton, les dents du berger à quelques centimètres de la gorge de l'homme, mais sans jamais entrer en contact, une retenue qui témoignait de son entraînement impeccable. Michael Dawson attendait maintenant son procès depuis un lit d'hôpital dans le quartier pénitentiaire d'un établissement plus grand en aval de l'État. Son couteau avait manqué Sarah, mais avait touché Atlas au flanc, une blessure qui avait nécessité une opération d'urgence et des semaines de convalescence. Les charges retenues contre lui s'étaient multipliées à mesure que les preuves s'accumulaient, enlèvement, tentative de meurtre, agression, mise en danger d'un enfant. Le journal d'Emily fournissait un témoignage accablant, renforcé par des preuves physiques provenant des deux cabanes et de l'ADN trouvé sous les ongles d'Emily qui correspondait parfaitement à celui de Michael. Un léger cri provenant de la chambre de bébé tira Sarah de ses souvenirs. Elle posa son café et se dirigea vers la pièce qui avait autrefois été son bureau à domicile, maintenant transformé avec des murs jaunes pâles et une fresque peinte à la main d'animaux des bois que Jessica avait créés comme cadeau de bienvenue. Lily, maintenant âgée de 5 semaines et en pleine croissance, se tortillait dans son berceau, de minuscules poings agitant dans l'air alors qu'elle se préparait à un cri plus insistant. Sarah souleva sa nièce, non, sa fille maintenant, selon les papiers d'adoption finalisés la semaine dernière, la serrant contre elle et respirant son doux parfum de bébé. « Bonjour, rayon de soleil », murmura-t-elle, portant Lily à la table allongée. « As-tu fait de beaux rêves ?» Atlas entra dans la chambre de bébé, se positionnant près de la porte dans son rôle de gardien autoproclamé. Il regardait attentivement Sarah changer la couche de Lily et l'habiller d'un doux pyjama rose, ses oreilles se dressant à chaque roucoulement et gazouillis du bébé. Sarah s'installa dans le fauteuil à bascule pour allaiter Lily en utilisant le système d'allaitement supplémentaire que la consultante en lactation avait fourni. Bien que n'étant pas la mère biologique de Lily, Sarah était déterminée à créer le lien le plus étroit possible avec sa fille, et l'hormonothérapie lui avait permis de produire suffisamment de lait pour compléter le lait maternel donné par la banque de lait de l'hôpital. Alors que Lily tétait, les pensées de Sarah dérivèrent vers Emily, comme elle le faisait d'innombrables fois chaque jour. Sa sœur avait survécu, un miracle, selon le docteur Chambers, mais la route vers la guérison s'étendait longuement devant elle. Après des semaines en soins intensifs, Emily avait été transférée dans un centre de réadaptation spécialisé à Ann Arbor où elle réapprenait lentement les fonctions de base, parler, marcher, se nourrir. La septicémie et l'hypothermie prolongée avaient causé des lésions neurologiques, bien que les médecins restassent prudemment optimistes quant à son rétablissement éventuel. Sarah lui rendait visite 3 fois par semaine, amenant souvent Lily, afin qu'Emily puisse passer du temps avec sa fille. Ces visites brisaient le cœur de Sarah et le réparaient simultanément. Emily les reconnaissait maintenant, ses yeux s'illuminant lorsqu'ils entraient dans sa chambre, mais elle avait du mal à former des mots et devenait facilement frustrée. Parfois, elle serrait simplement Lily contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement sur son visage, incapable d'articuler les émotions complexes d'une mère séparée de son enfant par des circonstances indépendantes de sa volonté. Lors de la visite d'hier, Emily avait réussi sa phrase la plus claire à ce jour, regardant de Lily à Sarah avec une concentration déterminée. « Toi bonne maman », avait-elle dit, chaque mot une victoire contre les dommages à son cerveau. « Mieux que moi. »« Non, M », avait répondu Sarah, retenant ses larmes. « Je ne fais que te remplacer jusqu'à ce que tu ailles mieux. Elle sera toujours ta fille. » Mais la réalité juridique avait nécessité des arrangements plus permanents. Avec la fonction cognitive d'Emily gravement altérée et son calendrier de rétablissement incertain, Sarah avait demandé la tutelle légale de Lily, une demande qu'Emily avait approuvée lors d'une brève période de lucidité. Sa signature tremblante sur les documents, un témoignage de sa confiance en sa sœur. Le mystère de la paternité de Lily restait non résolu. Le laboratoire de l'hôpital avait confirmé ses conclusions initiales, le père du bébé était génétiquement lié à Sarah, suggérant un frère qu'elle n'avait pas. Emily ne pouvait pas encore fournir de réponse et Sarah avait décidé de mettre la question de côté, pour l'instant. Lily était aimée et en sécurité. L'identité de son père biologique pouvait attendre qu'Emily puisse la leur dire elle-même. Atlas s'agita soudain, son attention attirée vers l'avant de la maison. Une portière de voiture claqua, suivie de pas sur le porche. Le berger se déplaça vers le salon, se positionnant entre la porte d'entrée et le couloir menant à Sarah et Lily. Sa posture, alerte mais pas alarmée, il reconnaissait la personne qui était arrivée. Un toc familier confirma l'invité de Sarah, Jessica passant comme elle le faisait la plupart des matins en allant à l'hôpital. « C'est ouvert » appela Sarah,
ajustant Lily sur son épaule pour lui faire son rot. Jessica entra en portant une boîte de pâtisserie dans le journal local. Les héros du matin, salua TL, posant ses offrandes sur la table basse avant de s'approcher pour caresser la tête d'Atlas. Comment va mon adjoint à fourrure préféré aujourd'hui? Le titre n'était pas seulement affectueux. À la suite de la capture spectaculaire de Michael Dawson, le shérif Henderson avait pris des dispositions pour qu'Atlas reçoive le statut d'adjoint honoraire, avec un insigne spécialement conçu attaché à son nouveau gilet de service. La cérémonie avait fait la une des journaux, un rare rayon de joie au milieu des titres plus sombres sur l'état d'Emily et les crimes de Michael. Sa blessure guérit bien, rapporta Sarah. Le vétérinaire dit qu'il peut recommencer à faire de l'exercice modéré la semaine prochaine. Jessica acquiesça en signe d'approbation, puis s'approcha pour regarder Lily. Et comment va notre petit miracle ce matin? Affamé et opiniâtre, répondit Sarah avec un sourire, tout comme sa mère. La référence à Emily planait dans l'air, ni douloureuse ni taboue, simplement un fait de leur nouvelle réalité. Jessica avait été un roc tout au long de l'épreuve, faisant des heures supplémentaires pour couvrir l'absence de Sarah, organisant des livraisons de repas pendant ses premières semaines accablantes à la maison et offrant une oreille compatissante lorsque le poids de la responsabilité devenait trop lourd. En parlant d'Emily, dit Jessica en s'installant sur le canapé, j'ai croisé le docteur Wilson au café ce matin. Il venait de consulter l'équipe de réadaptation au sujet du cas d'Emily, il a dit qu'elle montrait une amélioration significative de son orthophonie. Un espoir vacilla dans la poitrine de Sarah, soigneusement tempéré par des mois de mise à jour médicale prudente. C'est merveilleux. A-t-il mentionné un calendrier pour son retour à la maison? Jessica secoua la tête. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il semblait sincèrement optimiste. Elle a dit que sa détermination lui rappelait quelqu'un d'autre qu'il connaissait. Elle lança à Sarah un regard significatif. L'obstination est une affaire de famille, reconnut Sarah avec un petit sourire. Elles bavardèrent pendant que Sarah finissait de nourrir Lily, Jessica partageant des ragots d'hôpital et des mises à jour sur les progrès du dégel printanier. La conversation dériva sur les plans pour l'anniversaire prochain d'Emily, elle aurait 33 ans le mois prochain, et sur la possibilité d'organiser une petite célébration au centre de réadaptation. Alors que Jessica se préparait à partir pour son service, elle s'arrêta à la porte, se retournant avec une hésitation inhabituelle. « Sarah, il y a quelque chose que je voulais te demander. Cette nuit-là à l'hôpital, quand ils ont trouvé le journal d'Emily, as-tu jamais compris ce qu'elle voulait dire au sujet du père de Lily, au sujet du fait qu'il n'était pas Michael ?» Sarah ajusta Lily dans ses bras, le bébé maintenant somnole après sa tétée. « Non, admit-elle. Et avec tout ce qui se passait, cela ne m'a pas semblé être le mystère le plus pressant. » Jessica acquiesça, mais son expression restait troublée. « C'est juste les résultats du laboratoire disant que le père est apparenté à toi. As-tu des cousins masculins éloignés ou quelque chose comme ça? » Aucun qu'Emily aurait connu, répondit Sarah. Mon père était enfant unique et le frère de ma mère vit en Australie. Il n'est pas revenu aux États-Unis depuis 20 ans. Qu'en est-il d'eux? Jessica hésita, visiblement mal à l'aise avec sa prochaine suggestion. Qu'en est-il de ton père? Lui et Emily auraient-ils pu avoir? Non, coupa Sarah fermement, absolument pas. Mon père est mort il y a 3 ans, Jessica, et c'était un homme bon qui adorait ses 2 filles de la même manière. Jessica leva les mains en signe de paix. Je suis désolé, je devais demander. C'est juste une situation tellement étrange. Après le départ de Jessica, Sarah s'installa sur le canapé avec Lily endormie sur sa poitrine, Atlas enroulé à ses pieds. La question de la paternité de Lily la taraudait, malgré son rejet des préoccupations de Jessica. Les résultats du laboratoire étaient spécifiques, un proche parent masculin, très probablement un frère ou un père. Pourtant, Sarah n'avait pas de frère et son père était décédé bien avant la conception de Lily. À moins qu'un souvenir ne fasse surface si inattendu qu'il coupa le souffle à Sarah. Lors de la fête du 25e anniversaire de ses parents, sa mère avait bu du champagne et avait fait un commentaire énigmatique. Ton père voulait tellement un fils qu'il en a presque eu un, mais pas avec moi. Sarah l'avait pris pour un délire d'ivrogne et sa mère n'en avait plus jamais parlé. Mais si son père avait eu un enfant avec une autre femme? Et si Emily avait rencontré ce demi-frère d'une manière ou d'une autre, sans qu'aucun d'eux ne le sache? La possibilité semblait tirée par les cheveux, mais elle expliquerait les résultats de l'ADN. Sarah prit note mentalement d'appeler sa mère plus tard, abordant le sujet avec précaution. Sa relation avec sa mère était tendue depuis la décision de Sarah d'adopter Lily.
Sa mère pensait qu'Émilie se rétablirait complètement et devrait conserver la garde de l'enfant. Mais ce mystère pourrait transcender leurs tensions actuelles. Lily s'agita contre sa poitrine, de minuscules doigts se contractant dans son sommeil. Quelles que soient les circonstances qui l'avaient amené au monde, cet enfant parfait était là, maintenant confié aux soins de Sarah. La biologie importait moins que l'amour qui l'entourait, de Sarah, d'Émilie, quand elle pouvait le donner, et d'Atlas, dont le dévouement ne connaissait pas de frontières génétiques. Le printemps continua sa progression graduelle au cours des semaines suivantes. La célébration de l'anniversaire d'Émilie au centre de réadaptation marqua un tournant dans son rétablissement. Elle réussit à rester engagée tout au long de la petite réunion, se nourrissant même d'une tranche de gâteau avec une aide minimale. Son élocution restait hésitante, mais elle enchaînait des phrases simples et sa thérapie physique progressait suffisamment pour qu'elle puisse maintenant faire quelques pas avec un déambulateur. Le journal de souvenirs que Sarah avait commencé pour Émilie s'avéra particulièrement efficace. Chaque jour, elle écrivait des entrées sur le développement de Lily, incluait des photos et pressait de petits souvenirs entre les pages, un ruban du premier portrait officiel de Lily, un calque de sa minuscule main, le bracelet d'hôpital qu'elle portait lorsqu'Atlas l'avait mise en sécurité. Lors des visites, Sarah lisait ses entrées à voix haute, aidant Émilie à maintenir son lien avec la vie de sa fille, même lorsqu'elle ne pouvait pas être physiquement présente. Par une matinée d'avril particulièrement belle, avec des crocus fleurissant dans la cour avant de Sarah et les dernières plaques de neige cédant finalement à la chaleur printanière, Sarah reçut un appel inattendu du docteur Wilson au centre de réadaptation. « Émilie vous demande », dit-il sans préambule. Elle est agitée, insistant sur le fait qu'elle doit vous dire quelque chose d'important. Nous avons essayé de la calmer, mais elle devient plus angoissée. Pouvez-vous venir? Je serai là dans 30 minutes, promit Sarah, se préparant déjà à emmener Lily pour le voyage. Le centre de réadaptation était situé à la périphérie de Traverse City, à environ 40 km du chalet de Sarah. Atlas les accompagnait comme il le faisait lors de toutes les visites à Émilie. Le berger avait développé une sensibilité remarquable à l'état émotionnel d'Émilie, semblant souvent savoir quand elle avait besoin d'être calmée et se positionnant là où elle pouvait facilement l'atteindre pour se réconforter. Ils trouvèrent Émilie assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre de sa chambre, les doigts pinçant anxieusement la couverture recouvrant ses jambes. Son apparence physique s'était considérablement améliorée, sa couleur naturelle était revenue, ses cheveux repoussaient de l'endroit où il les avait rasés pour l'opération, son corps reprenant lentement le poids perdu pendant son épreuve. Mais ses yeux portaient une énergie frénétique que Sarah n'avait pas vue depuis avant la blessure. « Sarah », dit clairement Émilie lorsqu'ils entrèrent, chaque mot délibérément formé, « besoin dire toi sur Père Lily ?» Le cœur de Sarah rata un battement. Elle tendit Lily à une infirmière qui les avait accompagnés, puis s'agenouilla près du fauteuil roulant d'Émilie. « Je t'écoute, Émilie. Prends ton temps. » Émilie ferma les yeux, rassemblant visiblement ses forces et sa concentration. Quand elle les rouvrit, la détermination dans son regard rappela si douloureusement à Sarah la sœur qu'elle avait connue auparavant, forte, volontaire, passionnée, inarrêtable quand elle se mettait quelque chose en tête. « Le père de Lily ?» commença Émilie lentement, et le frère de Thomas. Sarah la regarda, confuse. Thomas n'avait pas de frère. « Émilie, tu sais bien que... » Émilie secoua la tête, frustrée. « Demi-frère, mère différente, militaire ? Il m'a trouvé après l'enterrement. » Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler à une vitesse vertigineuse. Thomas, son Thomas, avait un demi-frère dont elle n'avait jamais entendu parler, quelqu'un qui avait apparemment assisté à ses funérailles et qui avait ensuite pris contact avec Émilie, quelqu'un qui partageait suffisamment de l'ADN de Thomas pour être considéré comme un proche parent de Sarah lors d'un test génétique. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» demanda Sarah, luttant pour assimiler cette révélation. L'expression d'Émilie se brisa, « Tu étais si triste après Thomas, après la mort du bébé. Je ne pouvais pas te dire que j'étais enceinte du bébé de son frère. » La pièce sembla tanguer sous les pieds de Sarah alors que toutes les implications la frappaient de plein fouet. Lily n'était pas seulement sa nièce. Elle était génétiquement liée à Thomas, portant un fragment de la famille que Sarah pensait avoir perdu à jamais lorsque son mari était mort et qu'elle avait fait une fausse couche. « Où est-il maintenant ?» demanda Sarah, sa voix à peine audible. « Le père de Lily ?» Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Afghanistan. Déployé. Juste après. Michael l'a découvert, s'est mis en colère, a dit que je l'avais trompé. A commencé à me frapper. » Elle ne put continuer, l'émotion et l'épuisement submerguant sa fragile convalescence. L'infirmière s'avança,
suggérant de reprendre la conversation plus tard, quand Émilie se serait reposée. Sarah acquiesça mécaniquement, son esprit tourbillonnant de révélations qui changeaient tout en expliquant tout d'une certaine manière. Sur le chemin du retour, avec Lily dormant paisiblement dans son siège auto et Atlas veillant avec vigilance depuis l'arrière, Sarah ressentit un étrange sentiment d'accomplissement, comme si un cercle s'était refermé d'une manière ou d'une autre, ramenant sa famille là où elle devait être. Le demi-frère de Thomas, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, lui avait involontairement fait le plus beau des cadeaux, un enfant lié au mari qu'elle avait perdu, une raison de se reconstruire alors que le deuil l'avait presque détruite. Atlas posa son museau sur le dossier de son siège, son souffle chaud contre sa nuque. Sarah se pencha en arrière pour le gratter derrière les oreilles, submergée de gratitude pour ce chien extraordinaire qui avait sauvé non seulement Lily et Émilie, mais Sarah elle-même, la ramenant du bord du désespoir vers une vie qui valait la peine d'être vécue à nouveau. « Nous nous sommes retrouvés, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à Lily dans le rétroviseur. Nous tous, contre toute attente. La route devant elle comportait encore des défis, la poursuite du rétablissement d'Émilie, le contact éventuel avec le père de Lily à son retour de déploiement, le long processus de guérison pour une famille fracturée par la tragédie et réunie par quelque chose qui ressemblait beaucoup à la grâce. Mais pour l'instant, avec le printemps qui fleurissait autour d'elle et le pire de l'hiver enfin derrière elle, Sarah se permit de ressentir quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir, aussi fragile et persistant que les premiers crocus perçant la neige. En vieillissant, la vie nous enseigne que la famille n'est pas toujours définie par les liens du sang, mais par ceux qui se tiennent à nos côtés dans nos heures les plus sombres. Dans le parcours de Sarah, nous voyons un reflet de nos propres luttes, la douleur de la perte, le poids de la responsabilité et la joie inattendue qui peut émerger du chagrin. Comme beaucoup d'entre nous qui ont vu nos vies soigneusement construites s'effondrer à cause de la maladie, du deuil ou de la trahison, Sarah s'est retrouvée à reconstruire à partir de cendres qu'elle n'avait pas créées. Pourtant, grâce à Atlas, un berger loyal qui portait des cicatrices physiques et émotionnelles, elle a découvert que les secondes chances arrivent souvent sous des formes que nous n'avions jamais anticipées. Peut-être avez-vous vous aussi vécu comment la tragédie peut se transformer en bénédiction, comment des inconnus peuvent devenir une famille et comment notre capacité à aimer ne diminue jamais vraiment, même lorsqu'elle est mise à l'épreuve par des circonstances inimaginables. L'histoire de Sarah nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que la sagesse de nos années nous donne la force d'affronter des futurs incertains, et que parfois les cadeaux les plus précieux nous parviennent par des chemins de grande souffrance. Dans les saisons hivernales de nos vies, puissions-nous tous trouver un Atlas, fidèle, protecteur, inébranlable, pour nous guider vers la promesse de renouveau du printemps et l'éclosion persistante de l'espoir.